D'une superficie de 13 718 km², ceinturée du nord au sud par la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry, la région de Kolda, véritable carrefour géostratégique, ne tire pas profit de sa position. Plus de 3/4 de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté. Seuls 21% des ménages ont accès à l'énergie électrique, dont le service très insuffisant ne favorise guère un éclairage public adéquat. Si vous y ajoutez un extrême enclavement de la région, vous comprendrez le mal-vivre des populations. La population est peu formée, un accès faible aux services sociaux de base, une situation d'enclavement interne et externe intense. L'accès aux services sociaux de base reste encore problématique. Le système éducatif, en passant par des études générales jusqu'à l'enseignement supérieur ou à une formation professionnelle et technique adéquate, reste marqué par des difficultés. Le déficit d'enseignants, il est réel, particulièrement à l'élémentaire et au secondaire. Au niveau du moyen, il y a l'équilibre est fait, il y a même des surnombres au niveau du moyen. Mais au niveau de l'élémentaire, c'est plus de 600 enseignants qui manquent, dont plus de 350 au niveau du seul département de Vélingara. D'où les nombreuses classes double flux, mais surtout des nombreuses classes multigrades. Et en moyenne, les grossesses touchent aussi bien les filles à l'élémentaire, mais surtout au moyen et au secondaire. Et souvent, ce sont nos meilleurs élèves que nous perdons avec ces cas de mariage précoce, mais aussi de grossesse précoce. Les résultats du système de santé indiquent des efforts quantitatifs et qualitatifs à fournir. En termes d'accessibilité géographique, dans la région, nous avons trouvé qu'environ 45% de la population était située à moins de 5 km des structures de santé, du domicile à la structure de santé la plus proche, que ce soit un hôpital, un centre de santé ou un poste de santé. Et que 16% de la population était située au-delà de 15 km de la structure de santé la plus proche. Ça, c'est une moyenne régionale, mais au niveau des départements, donc, il y a des spécificités propres à chacun d'entre eux. L'hôpital de Kolda est un hôpital régional, mais aujourd'hui qui règle un problème sous-régional. À ce titre, on devrait revoir son plateau technique, comme je viens de le dire. On devrait revoir les compétences du point de vue ressources humaines pour le renforcer davantage et pour qu'il arrive à prendre en charge vraiment toute cette population. Je le dis que c'est très important, ces positions, parce que l'hôpital de Kolda peut être considéré comme un outil intégrateur, un outil d'intégration sous-régionale. Le taux de couverture géographique globale à l'eau potable dans la région de Kolda, établi à 35,95%, renseigne un réel besoin. Dans toute la région, nous avons quand même un certain nombre de forages fonctionnels. C'est-à-dire que nous avons 61 forages motorisés, plus 572 puits. Il faut signaler que la région de Kolda a des difficultés sur le plan d'approvisionnement en eau potable. Parce que lors de la revue conjointe du PEPAM qui a été tenue au mois de juin, il est ressorti que le taux d'accès à l'eau potable dans la région est très faible. Si par exemple on voit sur le taux d'accès global, sur une moyenne nationale de 80%, la région se trouve à 49%. Donc pour ce qui concerne l'approvisionnement par AEP, parce que approvisionnement en eau potable, le taux d'accès dans la région est de 15%, alors que la moyenne nationale est de 64%. Le difficile accès aux produits de consommation est lié à l'existence d'un commerce informel qui étouffe le commerce légal, fortement concurrencé avec des contrebandes et de la fraude. Que la fraude se développe des fois, parce que souvent il y a des produits qui manquent sur le marché, surtout en ce qui concerne le sucre. Souvent on a un problème d'approvisionnement, mais particulièrement pour le sucre, je pense que ce problème peut être réglé en implantant un dépôt de la CSS au niveau de la zone sud
C'est le cas avec le Grand Moulin de Dakar. Kolda est animé par son commerce. Et on a constaté que ces dernières années, le commerce se développe d'une façon extraordinaire. Si nous nous référons aux chiffres communiqués par notre centre de gestion, on peut dire que nous avons une moyenne de 90 GIE qui se créent et d'une centaine de personnes physiques qui créent leur commerce. En tout cas, qui font leurs formalités administratives pour l'obtention de la carte de commerçant ou du registre de commerce. Donc c'est pour vous dire que ça se développe. Dans tous les cas, l'amélioration des systèmes de distribution, la stabilisation des prix des denrées de grande consommation et le contrôle de qualité des produits de consommation restent une préoccupation. Et pourtant, de réelles potentialités de développement des filières existent, du reste extériorisées par un peuplement très varié de sa forêt avec un tapis herbacé assez dense. Le Conseil régional se propose pour les 5 prochaines années de procéder à la mise en aménagement de 30 de nos massifs. Si cela, en tout cas, pouvait être mis en œuvre, en tout cas, ça permettrait de prendre en charge quelques-unes, en tout cas une bonne partie de nos préoccupations par rapport à la préservation de la ressource. Avec une prédominance d'un système d'élevage semi-extensif et surtout une pérennisation des races rustiques grâce aux efforts conjugués du secteur de l'élevage de l'ISRA à travers le projet. La caractéristique principale au niveau de la région de Kolda, c'est l'existence d'une race adaptée au niveau local, la race Ndama, qui n'existe que dans cette zone sud du Sénégal. Cette race a pu extérioriser ses potentialités de production de viande et de lait grâce aux différents programmes qui ont été déroulés par le ministère de l'Élevage. C'est une race aussi qui nous permet d'exploiter les zones marginales, parce qu'on sait que ces zones, au niveau des zones sud, ce sont des zones qui sont infestées de glossiens. Donc aucune autre race ne peut survivre ici ou bien ne peut produire efficacement au niveau de ces zones. Donc c'est la seule race qui nous permet vraiment d'exploiter les potentialités de la zone. C'est pourquoi que l'ISRA, avec le centre de réseau technique et l'appui du PROSEB, on a mis ce programme en place pour pouvoir vraiment exploiter les potentialités génétiques de cette race. Du côté des pratiques culturelles, l'existence de terres arables et cultivables favorise une agriculture intensive et un développement des spéculations. Nous pensons, en tout cas, nous, en tant que structure, l'État et les autres, puisque la Sodagri va être un peu plus ouverte au reste du monde, donc nous allons pouvoir, avec la coopération, avec l'appui de l'État, avec la conscientisation, la formation et la mécanisation, la maîtrise de l'eau, pouvoir participer, en tout cas pour 250 000 hectares, participer à la riziculture. Et si réellement ça marche, et nous pensons très bien pouvoir au moins produire ce que le président attend, à défaut de vendre du riz à l'extérieur du Sénégal, pouvoir nourrir le Sénégalais à partir de la riziculture des Sénégalais. Dans la région de Kolda, il existe un réel paradoxe entre la pauvreté qui y sévit et l'extrême disponibilité de ses potentialités de toute nature. Un grand défi que les collectivités locales et leurs multiples partenaires tentent de relever. Il est avéré que la région de Kolda a un potentiel énorme, à notre avis, à valoriser. Et chemin faisant, nous avons identifié 12 leviers. Autrement dit, les options stratégiques de la région sont au nombre de 12. Nous voulons nous appuyer sur ces options pour véritablement changer progressivement, mais avec l'ensemble des acteurs, le visage de notre région. Lorsqu'on arrivait, on a un budget moins de 500 millions. Aujourd'hui, alhamdoulilah rabbil alamin, la commune est au-delà du milliard. Donc tout ceci avec vraiment l'avènement du budget participatif et on a pu vraiment faire beaucoup de choses. C'est tout à fait une réalité. Aujourd'hui, avec l'appui budgétaire initié par exemple par le Programme national de développement local, des secteurs essentiels ont été visés comme la santé, l'éducation et l'hydraulique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chantiers qui ont été ouverts par ces collectivités réalisés. Et ces chantiers également sont mis à la disposition des populations en termes de services, d'accès à l'eau, à la santé et à l'éducation. Et cela contribue fortement
à booster les indicateurs des OMD à côté des sectoriels. Toutes ces interventions devront reposer sur un aménagement du territoire cohérent et équilibré pour aboutir à des territoires viables. Nous avons rassemblé les collectivités locales et nous avons fait des formations dans le domaine de l'aménagement du territoire, du développement territorial et surtout de la gestion foncière. À l'issue de ces formations, maintenant, nous avons ouvert la concertation pour que tous les acteurs qui interviennent dans le foncier se retrouvent pour adopter une ligne de conduite. Et c'est ce que nous avons regroupé sous le vocable de contrat d'objectifs. Il s'agit dans ces contrats d'arrêter des mesures et des lignes de conduite que tous les acteurs qui interviennent dans le domaine foncier s'engagent à respecter. Mais au même moment, il y a beaucoup de projets qui sont à l'arrêt au niveau de la région, notamment au niveau de Kolda où des bâtiments administratifs étaient en construction. Certains sont à l'arrêt depuis bientôt 4 ans. Nous pouvons citer le service régional de l'appui au développement local, le service du contrôle régional des finances et le service de l'inspection du travail. Et ailleurs, c'est des bâtiments qui pouvaient abriter des activités telles que les maisons de l'outil. On en a au niveau de Kolda, de Dabo, de Velingara, de Pakour et de Medina Yoro-Fula. C'est des chantiers qui sont à l'arrêt depuis plusieurs années. Je pense qu'il faudrait penser à les achever pour permettre à ces services ou à ces secteurs d'être dans des conditions de travail qui leur permettraient d'atteindre les objectifs que l'État leur a assignés. Normal si l'État du Sénégal, se basant sur ses missions régaliennes, ambitionne d'inverser les tendances lourdes pour booster un développement endogène bâti sur les réelles potentialités locales, des attentes fortes de la population. D'accord, sinon di ko rafetlu di kontaan ci bés bi di teeru président de la République comme ni ñu koy ñëpp yi war a teeroo ñun nag yàlla dafa def ñun ay handicapés lañu. On a notre association d'handicapés ici. Ñu ngi ci ay mouvement ñu ngi digi defar tigatege ñi ñu ngi defar comment dire saabu ñi ñu ngi ci cordonnerie bi ñi ñu ngi ci différents trucs mais toujours ndimbal bi dafa des suñu côté. Parce que ça vraiment c'est une très bonne initiative. Venir à Kolda, discuter avec les Koldois, savoir quels sont les problèmes des Kolda, c'est vraiment intéressant quoi. À l'occasion de cette venue du président de la République, on aurait souhaité vraiment qu'ils prennent compte à nos doléances, surtout au niveau de la Chambre des métiers de Kolda. Et surtout aussi aux populations de Kolda, parce qu'il reste beaucoup de choses à faire sur Kolda. Kolda accueille le chef du gouvernement et son équipe. Les autorités administratives ont déjà pris les devants. Et nous pensons qu'avec cette venue pour les 18 le 17 déjà, avec le lancement du projet MCA et avec la RN6 qui sera reprise et le pont de Kolda, toutes les populations seront sur place et disposées à recevoir le gouvernement et Monsieur le Président de la République témoigner de satisfaction. Des solutions sortiront de ce conseil interministériel. Elles porteront une empreinte locale. En tout état de cause, le dynamisme des acteurs locaux, combiné à la forte volonté du chef de l'État de propulser la région de Kolda vers l'émergence d'une croissance durable, sont les gages d'un changement radical du vécu des populations. Dans cette attente, Madame le ministre de l'Aménagement du Territoire et des collectivités locales vous souhaite d'excellents travaux.